Merci pour votre accueil. Alors, c'est vrai qu'on peut s'étonner de la présence d'un paléo-anthropologue spécialiste de l'évolution des singes, des grands singes et des fossiles, ce qui est vachement encourageant pour le futur. Et de se dire, voilà, c'est quand même bizarre, on est dans la modernité, de quoi on peut s'instruire auprès de personnes de ma discipline. Alors d'abord, on va commencer par une expression connue, payer en monnaie de singe. D'où vient cette expression? Eh bien, c'était du temps de Saint-Louis. Il y avait des monteurs de singes. Les singes en question, ce sont les macaques de l'Afrique du Nord et de Gibraltar, qu'on appelle les magots, ça tombe bien pour les banquiers. Et ces montreurs de singes, il y a toute une légende, ne voulaient pas payer. Alors, ils faisaient une prestation devant les agents chargés du paiement. Et contre cette prestation, ils avaient le droit de passer donc ce qu'on appelle le pont neuf aujourd'hui, qui était le petit pont à l'époque. Donc c'est l'expression payer en monnaie de singe. Alors, est-ce que le paiement, surtout dans la période actuelle, est quelque chose qui est lié à notre évolution récente, c'est-à-dire des civilisations, bien sûr, pas que du XXe siècle? En fait, c'est beaucoup plus ancien qu'on l'imagine. Et on a des expériences aujourd'hui chez les singes, différentes espèces de singes, sur comment ils négocient, comment ils font des tractations, comment ils font des échanges et comment donc ils peuvent payer. Et là, ce sont des travaux qui sont basés sur ceux de Daniel Kahneman. Et on parle donc effectivement là d'économie expérimentale et d'économie comportementale. Et bien évidemment, c'est l'anthropologie, c'est l'éthologie, c'est l'étude du comportement. Alors, pardon, ça va être un petit peu chaud pour démarrer la journée, mais il y a une vingtaine d'années, j'avais fait une très belle émission de télévision avec Daniel Lecomte qui s'appelait Le singe chez Tom, et ça a permis de stimuler toutes les recherches sur les grands singes. Et là, j'étais au zoo d'Arnhem, où il y a une communauté de chimpanzés absolument extraordinaire, qu'on connaît depuis 30 ans, on connaît leur évolution sur plusieurs générations, et je demande à mes collègues chercheurs du zoo d'Arnhem, est-ce que je peux donner des noix de coco aux chimpanzés? Alors ils me regardent d'un air suspect, ils me disent, ce French guy, qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Je leur dis, attendez, vous savez, un des grands problèmes de l'évolution de l'homme, c'est l'outil, comment on résout des problèmes, et vous m'avez dit qu'ils n'avaient jamais eu de noix de coco, comment ils vont se débrouiller pour les ouvrir? Alors ça a super bien marché, dans des scènes extraordinaires, mais ce n'était pas mon objectif, c'était de regarder un petit peu comment ils allaient négocier les noix de coco. Et bien sûr, les dominants accaparent des noix de coco, les autres se débrouillent, etc. Et dans le groupe, il y avait une femelle, enfin qui était la pin-up du groupe, enfin c'est pas mes goûts, mais c'est les leurs, mais en l'occurrence, quand elle était disposée, les mâles, évidemment, avaient très envie d'avoir des relations avec elle. Et là, c'est extraordinaire, parce qu'ils se précipitent pour prendre les noix de coco, sauf la belle. Et là, les négociations commencent, et le mâle numéro 2, qui avait 2 noix de coco, il commence à négocier la noix de coco contre un service, évidemment, vous imaginez ce que je veux dire. Et là, c'est marrant parce que la femelle regarde et attends, mon gars, c'est bon, là, une noix de coco, non, je vaux plus que ça quand même. Et la négociation s'engage. Et ils vont négocier le prix de la noix de coco contre des relations et des services sexuels, mais aussi des services. Tiens, ben moi j'ai une noix de coco, tu vas l'ouvrir, moi je sais pas l'ouvrir, je t'en donne une partie, etc. Donc les négociations sur les valeurs, donc c'est le troc, c'est l'échange, c'est des choses qui existent depuis extrêmement longtemps. Mais ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin dans les expériences donc inspirées de Daniel Kahneman. Et là, c'est avec les singes capucins. Alors l'année dernière, vous avez eu quelqu'un qui était du monde ecclésiastique. Donc les capucins, contrairement à la tradition catholique, ils sont très doués pour le commerce. Là, c'est le désespoir des post-rousseauistes. Les capucins, on peut les capitaliser très vite. Ils comprennent rapidement les modes de paiement. Donc on leur donne des jetons. Et avec ces jetons, ils vont négocier des pommes. Bien. Donc on va jouer. Je suis le singe capucin. Alors je ne connais pas beaucoup de monde dans cette salle, mais il y a Philippe, Lolani et Perrine, si vous voulez bien. Donc on va jouer. Donc j'ai un jeton et Perrine arrive. Je lui donne un jeton et Perrine me donne 2 pommes. Donc je gagne 2 pommes. Je donne le jeton à Philippe et Philippe me donne 3 pommes. Je dis tiens, Philippe est quand même plus sympa que Perrine. On continue le jeu. Je donne un jeton à nouveau à Perrine, et Perrine régulière me donne toujours 2 pommes. Et le coup d'après, là, Philippe, il me donne qu'une seule pomme. Et là, je commence à me dire, il est moins sympa qu'avant. Et du coup, on s'aperçoit que sur ces paiements, eh bien, je vais préférer avoir des relations avec Perrine parce que je vais assurer mes gains. Par contre, avec Philippe, je risque d'avoir des difficultés sur la régularité de mes gains.
C'est tout le problème entre les obligations et, évidemment, vous l'avez compris, les actions. On continue le jeu, cette fois sous forme de perte. Je donne toujours un jeton à Perrine toujours régulière, de 3 pommes, j'ai 2 pommes. Cool. Je vois Philippe, au départ il me donne 3 pommes, je ne perds rien, donc comme toujours, mais je me méfie, c'est le coup d'avant, je sais ce qu'il m'a fait. Donc je continue, et puis Perrine, toujours, elle m'enlève qu'une seule pomme, donc on est sur le registre des pertes. Mais là, le coup d'après, évidemment, vous avez compris que Philippe ne me donnera qu'une pomme. En moyenne, vous donnez ça à une machine avec n'importe... Alors, c'est même pas l'intelligence artificielle compliquée. Hein. Là, vous dites à la machine quel est le meilleur deal. La machine vous dira pas de problème. Vous avez toujours 2 pommes en moyenne. Sauf que dans le deuxième cas, je vais préférer avoir des relations avec Philippe, puisque je vais prendre des paris sur les pertes plutôt que de l'assurance sur les pertes. Et bien, le paiement, c'est ça. C'est au cœur des relations chez les singes, c'est au cœur des relations entre les individus, des transactions, et c'est au cœur, évidemment, c'est universel. Et on voit bien qu'autour du paiement, ce n'est pas que faire une opération d'un échange financier. Nous investissons en tant qu'hommes, en tant que grands singes, effectivement, énormément de représentation sur la confiance, sur les bénéfices, sur les pertes, sur la prolongation. L'homo economicus rationnel, qui est au cœur des théories néoclassiques de l'évolution. On l'a testé, ça ne marche pas. L'homo economicus, c'est l'idée qu'on a affaire à l'agent économique rationnel et que dans une transaction, il va maximiser ses profits. Et après, basta. Et bien on a testé dans toutes les sociétés humaines et bien sûr chez les singes, d'une autre manière, on s'aperçoit que dans la plupart des cas, les personnes dans les transactions et les modes de paiement sont extrêmement attentifs à l'image qu'ils vont donner dans cette transaction. Et cet fond anthropologique extrêmement puissant, aujourd'hui, que devient-il évidemment dans le monde numérique? Où est la confiance? Où est la pérennité de la relation qu'on retrouvera avec les uns ou les autres? Donc voilà les enjeux d'anthropologie auxquels on est confronté aujourd'hui. Si vous allez en Inde, et c'est pareil en Afrique du Nord et que vous faites du tourisme, faites gaffe avec vos Ray-Ban, faites gaffe avec vos iPhones. Parce que les macaques ont très bien compris qu'il y a des smartphones 8, 9, 10, 11. Ils ont compris qu'il y avait des Samsung de différents niveaux, des Huawei. Et donc, ils arrivent près des touristes, ils leur piquent leur téléphone, ils leur piquent leurs lunettes. Et là, ils savent très bien, à la réaction des personnes, si c'est des lunettes de chez une marque courante, je vais citer personne, ou si c'est des Ray-Ban. Et là, vous allez négocier parce qu'ils vous prennent vos objets, ils s'assoient à 10 mètres, et là, ils vont commencer à entamer la négociation. Alors, un macaque, c'est pas grand, mais ça a des canines comme ça, et de toute façon, vous négociez. Donc, voilà. Donc, ils ont compris, ils attachent des valeurs, ils arrivent à négocier là-dessus, donc ça montre bien que ceci est très ancien. D'ailleurs, carte bleue, ça veut dire chimpanzé bonobo. Vous voyez, comme quoi, on a quand même un long passé. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps à propos des paiements? Regardez. On vient d'annoncer, enfin Facebook, enfin M. Zuckerberg, qu'il allait lancer une crypto-monnaie, donc Libra, avec un carnet, donc qu'on appelle ça un portefeuille numérique, qu'on appelle Calibra. Donc c'est en cours, on en parle, ça avance, c'est retardé. Tout le monde a commencé à s'inquiéter, évidemment, parce qu'ils ont de la data, c'est évident, et quand même, depuis quelque temps, Facebook a plus de personnes sur ses réseaux que l'Église catholique n'a de croyants. Donc c'est quelque chose quand même d'assez considérable dans l'histoire de l'humanité. Donc évidemment, on s'inquiétait pour ça. Mais attendez, le directeur, enfin celui qui est chargé de cette mission, s'appelle David Marcus. Et David Marcus vient de PayPal. Monsieur Elon Musk vient de PayPal. Monsieur Peter Thiel, qui est un des papes du transhumanisme, vient de PayPal. Monsieur Jack Ma, qui vient de quitter la présidence de Alibaba, c'est Alipay. Apple Pay, on n'en parle pas beaucoup. Comment se fait-il que le monde occidental n'a pas vu arriver que c'est par les paiements que cette révolution du monde numérique allait arriver? Et c'est bien ça. D'un point de vue philosophique, on peut être d'accord ou pas avec les transhumanismes, mais c'est comme M. Elon Musk et c'est surtout M. Peter Thiel, d'origine allemande. Et puis les Chinois, eux, ils ont fait autre chose. Donc, et puis les Africains. Et d'un seul coup, comment se fait-il que nous, les Occidentaux, dans notre arrogance, on n'a pas vu ça venir? Parce que les banques, malgré les crises financières, se sont lancées dans, effectivement, des opérations, notamment financières, en tout cas sur des produits ou autres, qui étaient censés leur apporter plus de plus-value et de bénéfices, et ont complètement négligé leur métier de base, c'est-à-dire le paiement. Et on est dans un cas parfaitement théorique et pratique de ce qu'on appelle les innovations de rupture de marché de M. Clay Christensen de la Harvard Business School, où il explique très clairement que
dans l'évolution des marchés et de nos sociétés et des civilisations, eh bien, vous avez les acteurs principaux, the incumbents, comme on dit dans le bon français, qui développent leur métier, qui développent des produits de plus en plus complexes, avec plus de plus-value, etc., etc., je ne vais pas me répéter, et en évoluant comme ça, abandonnent leur métier de base. Et d'où sont partis les leaders mondiaux d'aujourd'hui? Enfin, quand même, quand M. Mohamed Younous a le prix Nobel d'économie avec le microcrédit, il aurait fallu se réveiller. Quand en France on met le compte nickel ou éco, il aurait fallu quand même se réveiller. Hein? Quand M. Jack Ma et les gens de Tencent se mettent en place Alipay et puis Tencent avec WhatsApp, on aurait dû quand même le voir venir. Quand au Kenya, Equity Bank est en train de créer un nouveau système sans dépôt, on aurait dû le voir venir. Et moi, je me souviens, quand j'étais devant les banquiers, il y a 10 ans, en disant « Faites gaffe, regardez ce qui se passe en Afrique, regardez ce qui est en train d'arriver avec Orange Bank qui a commencé en Afrique, faites gaffe !» Non, non, parce qu'on avait négligé les métiers de base. Et à partir de là, effectivement, tout est reparti de là. Tous les leaders aujourd'hui qui sont en train de bousculer nos systèmes européens et qui quand même sont encore vitaux, et surtout, on parle de plateformes, on a déjà évoqué le terme, on a les atouts chez nos normes. Mais comment se fait-il? Effectivement, c'était quelque chose qui est dans l'évolution, qui est bien connu dans ces mécanismes et qui est récurrent. C'est-à-dire qu'en fait, les leaders, eh bien, au bout d'un moment, négligent leur métier de base et c'est à partir de là qu'effectivement, qu'on ne va pas arriver les autres. D'ailleurs, il y a un très bon film là-dessus. J'aime bien citer les films parce que je m'aperçois que les gens voient plus les films qu'ils ne lisent mes livres. Ça, c'est un peu embêtant. Enfin bref. C'est The Company Man de Ben Affleck. C'est un excellent livre où vous voyez comment l'entreprise, ils se disent mais qu'est-ce qu'on fait? Ils reviennent vers leur métier de base. Company Man, c'est un très très bon film de sociologie et sur l'évolution. Donc voilà, tout ceci est quand même connu et ce qui est surprenant, c'est qu'il faudrait comprendre, mes chers amis, qu'on meurt de ses points forts. Dans l'évolution, on meurt de ses points forts. Parce que quand on parle de l'évolution, on pense toujours aux météorites, aux catastrophes, etc. Ouais, enfin bon, les dinosaures, ils ont chopé un météorite, c'est chance ou pas de chance, hein. Comme on dit dans les films américains, nothing personal. Enfin, vous le chopez, hein. D'accord? Mais ça fait c'est pas l'adaptation, c'est l'aléatoire. La vraie raison de l'évolution, et c'est ce qu'on est en train de redécouvrir, et le terme a été dit aussi par M. Lolani, M. Lolani a dit 2 termes, qui sont parfaitement aujourd'hui au cœur des transformations profondes qu'on connaît dans les économies au niveau mondial. Il a cité 2 termes, écosystème et plateforme. En fait, c'est la même chose, mais on va voir comment ça interfère. Et c'est ça qui est en train de changer d'une manière extrêmement rapide. Et quand on parle d'évolution, non, l'évolution ne se fait pas avec les catastrophes, même si elles affectent l'évolution, c'est qu'en fait, on coévolue. Le terme, c'est la coévolution. Aucune espèce, aucune population, aucune entreprise n'évolue seule. Nous coévoluons. Là aussi, c'est un des termes qui est devenu à la mode. Mais vous savez quoi, mes chers amis? Et je remercie aussi mon ami Jacques Marceau qui me fait le plaisir et l'amitié d'intervenir dans beaucoup de domaines. Nous sommes en train de revenir dans une biologie de l'évolution des entreprises et des sociétés. Quand j'ai une biologie, c'est pas du darwinisme stupide, la loi du plus fort. Non. Ça veut dire qu'en définitive, regardez, le terme qui a été le maître mot du dernier World Economic Forum à Davos, mais aussi en Chine, parce qu'il y a aussi un World Economic Forum en Chine, qu'on oublie tout le temps, eh bien, écosystème. Écosystème. Et l'intelligence artificielle qui nous éclate en pleine figure aujourd'hui, qu'on appelle abusivement la nouvelle intelligence artificielle, c'est notamment machine learning et surtout deep learning, donc sur l'analyse des data, qui est devenue la matière première de nos économies actuelles, eh bien, ça a commencé en 1943 et s'inspirait des réseaux de neurones. Les algorithmes qui nous permettent d'élargir les choix que l'on fait sur les sites où nous consommons, où nous choisissons des services ou des informations, ça s'appelle des algorithmes évolutionnaires ou des algorithmes génétiques, années 70. Aujourd'hui, l'IoT, Internet of Things, c'est simplement des écosystèmes et des flux d'énergie. Et ce qu'on appelle maintenant le darwinisme artificiel. C'est même pas dans le rapport de mon ami Cédric Villani. Attention, nous arrivons dans un monde où les modèles biologiques, qui sont celui de mon domaine, sont en train, évidemment, d'interférer avec les autres. Et là, on a vraiment intérêt à comprendre l'évolution, parce que ça va aller très vite. Et justement, je reviens sur les points forts. Eh bien, un dernier exemple, je suis le plus fort, j'aurai rien. Thomas Cook, eh bien, si vous n'avez pas payé votre voyage avec une carte bleue et les assurances qui vont avec, vous êtes un peu planté. D'accord? Donc, regardez, Kodak, Nokia, les exemples sont multiples. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont les entreprises centenaires, pas par des formations professionnelles. C'est pourquoi elles sont toujours là. Eh bien, elles sont ambidextres. Ambidextre, ça veut dire
qu'elle change au moment où ça va bien. Et là, j'étais hier avec un forum de la Tribune sur Transformons la France. Il y avait un slogan, qui présentait évidemment la réunion, qui disait faire en sorte que les entreprises s'adaptent au monde qui change. Mais ça, c'est du Lamarck, Jean-Baptiste de Lamarck, immense biologiste, qui lui avait dit que l'innovation, en définitive, c'était mobiliser nos compétences, nos idées, pour essayer de répondre aux enjeux de la société, du marché et de l'évolution de la société, si on les comprend bien. Notamment aujourd'hui, une dimension qui est celle du dérèglement climatique et des changements sociaux. Oui, mais si vous n'êtes pas dans la bonne perception, si vous contestez le dérèglement climatique et vous contestez le fait qu'on a aujourd'hui un changement profond dans toutes nos sociétés à l'échelle mondiale, vous n'allez pas trouver la bonne explication. Mais néanmoins, dans les mondes lamarckiens, et ça c'est la philosophie dominante que nous avons en Europe occidentale, et oui, en Allemagne, en France, voilà, un petit peu moins les Anglais, c'est-à-dire qu'en fait, on est toujours dans cette idée que nous sommes des génies qui, de toute façon, quels que soient les problèmes, on trouvera la solution, ce qu'on appelle le solutionnisme. Et là, donc, on a un stimuli ou une vision de l'environnement, on va mobiliser notre compétence, c'est ce qu'on appelle l'innovation active. Et là, dans ce cas, l'invention et l'innovation sont confondues. Sauf que maintenant, depuis 2007, on est rentré dans un autre monde. On est un monde dans lequel les solutions attendent leurs problèmes. Et ça, c'est les mondes darwiniens. Et c'est ça qu'on n'a pas vu venir. Et en effet, aujourd'hui, le phénomène des startups, le fait qu'on puisse, dans l'espace digital darwinien, oui, espace digital darwinien, c'est là où on est, créer quelque chose de nouveau sans que ce soit pressenti par les gouvernements, les organisations internationales, l'Europe, les grandes entreprises, c'est ça qu'on n'a pas vu venir. C'est que cette nouvelle économie est partie de la base, ce qu'on appellera l'ubérisation de la société. Parce que le modèle économique dans lequel nous sommes encore, c'était que, voilà, Karl Marx l'a bien décrit, il fallait des fonds, on investit dans les moyens de production, et nous autres, là, nous vendons nos compétences, c'est le salaire, c'est le contrat, l'entreprise moderne. Super, ça va continuer. Donc des fonds, des moyens de production, et notre force de travail, et ensuite, on y va. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, des personnes avec quelques objets connectés peuvent accéder à des fonctions sur le cloud, ça coûte pas cher ou ça coûte rien du tout, et peuvent créer une application qui bouscule complètement un système ou un secteur économique qui était soi-disant bien installé. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'ubérisation de la société. Twitter est un parfait exemple de ce qu'est l'espace digital darwinien. Alors on m'attribue la paternité de ce concept sur Internet, alors je suis content parce que pour une fois qu'on prend un truc qu'on m'attribue et qu'on ne m'a pas piqué, mais néanmoins, vous avez des forums internationaux sur ce qu'on appelle l'espace digital darwinien. Ah oui, on les a en Chine, on les a au Japon, on les a en Amérique du Nord, on n'en a pas en Europe. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, Twitter est un bon exemple. Jack Dorsey, M. Osborne, il y a 11 ans, font un hackathon, décident de créer une messagerie de 140 caractères destinée à leurs amis. Franchement, entre nous, est-ce qu'une messagerie de 140 caractères envoyée à ses amis, c'est un grand projet de l'ONU, de l'OTAN, de la Commission européenne, du commissariat au plan? Mais bien sûr que non. Et à partir de là, vous croyez un seul instant que ces fondateurs de Twitter et autres allaient imaginer que ça allait participer au printemps arabe, à Google Flu, à la crise financière de 2008 et aujourd'hui les fake news. Les fake news et les grands problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui qui menacent nos démocraties et l'essence même de la démocratie universelle. Bien sûr qu'ils n'y ont pas pensé. Sergey Brin et Sergey Brin et Larry Page, au début, c'était quoi depuis la création du web par Tim Berners-Lee, c'était mettre en relation les gens, le village mondial. Il n'y avait pas de volonté économique, c'était simplement une vision philanthropique. Le village mondial, vous vous souvenez, on n'en parle plus, on met tout le monde en contact. Sauf qu'avec la menace sur la bulle Internet, les investisseurs ont mis la pression, il a fallu chercher des business models, et on est rentré dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de l'attention et l'économie donc de la surveillance, capitalisme de l'invention et de la surveillance, évidemment, où la data est devenue un des enjeux absolument essentiels. Et personne n'a vu venir, parce que même les fondateurs ne l'ont pas vu. Les deux seuls, à mon avis, qui ont vu venir le truc, ce sont d'un côté M. Jeff Bezos avec Amazon et de l'autre côté M. Jack Ma avec Alibaba. Les autres n'ont pas vu ce qu'allait donner leur invention. Vous croyez un seul instant que M. Zuckerberg, qui était à Harvard pour draguer les filles avec son système qui s'appellera Facebook, allait imaginer que
10 ans plus tard, 15 ans plus tard, il allait créer donc Libra et avoir l'influence que l'on a. Donc c'est ça les mondes darwiniens, c'est des mondes dans lesquels vous avez des tas d'inventions, et là il faut dissocier invention d'innovation, dans lesquelles les initiatives à l'échelle mondiale peuvent apparaître partout et bousculer complètement nos secteurs économiques, et notamment les secteurs bancaires et le monde du paiement. On est en plein dedans, comme vous le savez. Donc espace digital darwinien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses apparaissent et que le problème des startups, par exemple, les fintech, eh bien, c'est intéressant de constater, là, je ne suis pas spécialiste de votre domaine, mais je me suis renseigné, je vais voir sur McKinsey, je vais voir sur Harvard Business School, etc. Il y a deux choses qu'ont négligées les banques des 20 dernières années. C'est avant tout les paiements, leur métier de base, je n'y reviens pas, et ce qu'apportent les fintech. Et à partir de là, effectivement, on est au cœur du problème. Il va falloir donc que nous adaptions, mais ça ne veut pas dire que là, il ne faut pas tomber dans les pièges anciennes nouvelle économie. Les acteurs sont là, ça va bouger. Par contre, ceux qui vont disparaître et qui ont déjà disparu, ce sont ceux, évidemment, qui croient que on est des cadors, on ne disparaîtra pas, et les dinosaures ont disparu. Dans le monde qui vient, il faut, et c'est ça l'intérêt des entreprises ambidextres, c'est au moment où ça va bien, commencer à changer le monde. Dans les mondes d'aujourd'hui, ce sont ceux qui bougent les premiers, qui structurent le jeu des possibles, et ça, c'est ce qu'on appelle dans mon domaine les espaces de Baldwin. Donc voilà, on est plus sur l'idée lamarckienne, qui est encore celle qui préside dans notre culture et auprès de nos responsables, à tous les niveaux d'ailleurs, des entreprises, des gouvernements, des instances internationales, l'idée qu'en effet, nous sommes dans l'attitude où, de toute manière, sont des petits acteurs, ça ne changera pas, archi faux. Tout ceci fait que, aujourd'hui, ce sont ceux qui bougent en premier, sans que ce soit un monde prédéfini, qui définissent le monde de demain. Et ça, on n'a pas été préparé à ce genre, évidemment, d'évolution dont nous sommes nous-mêmes les acteurs. Pourquoi c'est darwinien? Darwinien, oubliez toutes les bêtises qu'on raconte, c'est un système de variation-sélection. Ça veut dire un monde dans lequel, avec la révolution numérique, les idées, les nouvelles positions arrivent comme les mutations génétiques, qui ne sont pas du tout, elles, dédiées à une fonction. Si la mutation est neutre, ça passe, pas de problème. Si elle est négative, ça ne va pas. Si elle est positive, ça vous arrange. Eh bien voilà, les mondes darwiniens, c'est des mondes dans lesquels les propositions, les idées apparaissent sans être prédéfinies, non pas par ses inventeurs, mais par l'ensemble de la société, et qui peuvent changer la société. Comment, évidemment, s'adapter à cela? Eh bien, regardez le bouleversement quand même incroyable. Ça, c'est le World Economic Forum, c'est une petite étude, c'est tout simple. Hein. On a regardé quelles étaient les principales entreprises qui étaient donc capitalisées il y a 10 ans, 11 ans exactement, 2008. Bien, parmi les 10 premières, il y avait 7 pétrolières. Et il y avait Microsoft. 10 ans plus tard, les pétrolières ont augmenté leur capitalisation, mais elles sont sorties du classement, et vous avez 6 ou 7 entreprises du numérique, notamment les chinoises, qui sont dedans. Et par ailleurs, Microsoft y est toujours, bien évidemment, et il n'y a qu'une seule banque, c'est JP Morgan. Donc, et le fonds de pension de M. Warren Buffett. En 10 ans, les plus grandes capitalisations n'ont pas perdu en capitalisation, ont augmenté. Donc, s'il faut bien vous compreniez, dans l'analyse écosystémique, c'est le terme qui est défini, c'est que ce n'est pas le gâteau qui se rétrécit, ce n'est pas certains nouveaux entrants qui prennent la place des autres. C'est un écosystème qui s'agrandit. Et ça veut dire quoi un écosystème? C'est-à-dire que plus vous avez d'acteurs, plus l'écosystème grandit. Donc, il faut arrêter avec ces bêtises qui consistent à dire, comme avec le numérique par exemple, ils vont prendre notre job. Jamie Rifkin, vous vous souvenez, vous connaissez moins son nom, qui disait il y a 20 ans, c'est la fin du travail. On n'a jamais autant de boulot. Il n'y a jamais autant de travail. Les taux de chômage sont en dessous de 2008 avant la crise financière. Car dans un écosystème, plus il y a d'acteurs, plus l'écosystème devient plus grand. Donc arrêtons avec ces visions malthusiennes, notamment que nous avons encore en Europe, qui effectivement ne nous aident pas dans le monde qui est en train d'arriver à toute vitesse. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même pas un hasard si c'est en 2008 que on ne sait même pas s'il existe celui-là, Sakamoto parle donc effectivement des crypto-monnaies et des bitcoins. Alors ça, c'est très amusant parce que par exemple, le CEO de JP Morgan, monsieur Jamie Dimon, il dit non, les crypto-monnaies, le Crédit Suisse qui m'a fait intervenir dans les crypto-monnaies, sauf qu'en Suisse, il y a un village qui est dédié aux crypto-monnaies, sur le village de Zouk, le lac de Zouk, et puis effectivement, JP Morgan, il investit là-dedans. Il y a quand même pas mal d'hypocrisie dans ce truc-là. Alors évidemment, ça ne va pas très vite parce que l'avantage que vous avez encore, notamment auprès de Carte Bleue, qui est notre hôte aujourd'hui, c'est que pour l'instant, ça a été fait comme ça au départ. Les bitcoins sont limités, mais il y en a d'autres. Il y a eu Ethereum, ça continue, etc. Mais c'est que ça a été limité au départ et les opérations sont lentes.
L'avantage de carte bleue ou autre des paiements par carte, c'est effectivement c'est des milliards de transactions, ça a été rappelé très rapidement, et qui ne coûtent pas très cher en énergie. Et on sait combien coûte aujourd'hui le traitement des data, notamment de la crypto-monnaie. Ne serait-ce que les bitcoins, c'est plus d'énergie, notamment pour l'électricité, qu'en Irlande. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans le monde des entreprises économiques, les millennials deviennent majoritaires. Et les millennials ne sont pas la vision du monde de ma génération. Et les millennials ont été extrêmement attentifs, effectivement, à ce qui va se passer autour des paiements. Il ne faut pas croire que les paiements, ce n'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, quelque chose, je paye et je suis tranquille. Non, ça n'existe pas. Même si c'est dématérialisé, ça reste une relation anthropologique sur laquelle les considérations et les valeurs de nos sociétés, bien sûr, sont appliquées de manière plus ou moins consciente. Et bien évidemment, il est très clair que dans le monde qui vient, nous allons, et nous sommes de plus en plus multicanaux, vous comme moi, c'est une évidence, moins ma génération que les plus jeunes dans cette salle, mais très clairement, il ne faut pas croire que, même si c'est dématérialisé, même si c'est de plus en plus en contact, que ces considérations anthropologiques qui sont les nôtres ne vont pas revenir. Eh bien justement, regardez ce qui se passe. C'était le cauchemar de Claude Lévi-Strauss, c'est ce qu'avait très bien compris M. Jacques Chirac, d'ailleurs au passage, le seul président anthropologue qu'on ait jamais eu, c'est qu'on s'est dit, ah ben oui, avec tout le monde connecté, tout le monde va être sur le même registre, tout le monde va faire la même chose, on va perdre la diversité culturelle, la diversité donc des langues, la diversité des modes de paiement, de comment ça. Faux. Il se passe exactement l'inverse. Parce que cet espace digital darwinien, c'est un nouveau écosystème complètement hallucinant qui a une ampleur qui ne fait que s'exprimer que depuis peu de temps, on n'a pas idée de ce qui va arriver. Et justement, ce nouvel espace, ça veut dire quoi? Que nous, les humains, nous entrons dans cet espace digital darwinien avec quoi? Ce qui fait le fondement de l'humanité, avec nos valeurs profondes, avec nos ontologies, c'est-à-dire nos rapports au monde, avec nos cultures. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est absolument passionnant de constater, dans les rares exemples que je vous ai donnés, pourquoi les Chinois ont abordé ces monnaies numériques et pas encore cryptées de cette manière-là. Pourquoi les Kenyans l'ont fait comme ça? Pourquoi les Allemands, pourtant pays modernes, sont toujours avec du cash? Pourquoi nous, on a mis du temps à faire confiance à carte bancaire, mais ça marche très bien en France? Regardez comment les différences culturelles, plutôt que de s'uniformiser, deviennent en fait des enjeux d'innovation radicalement différents, qui sont aussi source d'innovation et d'aspiration d'un pays à l'autre et d'une culture à l'autre. Donc voilà, un écosystème, c'est quoi? Du temps des dinosaures, chacun faisait son job de son côté. Les insectes, les oiseaux, les arbres, voilà. Et puis arrive cet événement qu'on connaît, mais il y a eu d'autres problèmes, qu'importe, et arrive l'ère tertiaire. Et il y a 60 millions d'années, il faisait 15 degrés de plus sur la Terre qu'aujourd'hui. Alors, ne le dites pas, monsieur Trump, parce que là, on est mort. Okay, donc, 15 degrés de plus, en moyenne, et des forêts d'un cercle arctique à l'autre. Paradis pour les mammifères, notamment les singes. Et là arrivent les insectes butineurs, certains oiseaux, mouches, certaines chauves-souris, qui, évidemment, en veillant leurs intérêts, vont chercher du pollen et du nectar. Mais ce faisant, rendent un service gratuit aux plantes, en les fécondant. La fleur fécondée devient un fruit. Et là déboulent les singes. Vous n'avez pas idée, mes chers amis, le boulot que ça a été dans l'évolution. Monter dans un arbre, poser son cul sur une branche, descendre la queue pour être stabilisé, donc descendre le centre de gravité, avoir le buste droit, tendre la main, inciser un fruit, ensuite le mastiquer et le digérer. Grâce à ça, cerveau 2 fois plus grand que les autres, vie sociale extraordinaire, et en fait on devient les jardiniers des forêts, puisque les singes, inconsciemment, et les grands singes, distribuent les noyaux et les graines avec leurs fesses, donc leurs excréments. Mes chers amis, à partir du moment où dans un écosystème, vous avez des acteurs qui, en veillant à leurs intérêts, rendent des services plus ou moins conscients aux autres, l'écosystème a une biodiversité qui est multipliée par 10, les flux d'informations sont nettement plus importants, évidemment, avec ce que j'ai évoqué, et aussi le système est beaucoup plus innovant. Et c'est ça la philosophie d'un écosystème. Je vais vous donner quelque chose de très clair. On a toujours tendance à croire que nous sommes dans un monde fermé et que si une entreprise prend des parts de marché, forcément, ça handicape une autre entreprise. C'est la concurrence, on est bien d'accord. Ou on a l'impression que si l'intelligence artificielle arrive, elle va prendre nos jobs. C'est faux, c'est pas du tout ce qui va se passer.
Et en définitive, vous vous souvenez, à une époque, dans cette approche malthusienne, qui était caractéristique de l'ancien monde, qu'évoquait M. Macron à propos de la disparition de M. Chirac, eh bien, dans cet ancien monde, on n'avait plus d'idées, on n'avait plus de projets, on était bloqués, on est saturés. C'était la fin d'un cycle de Konatev-Schumpeter, qui va se terminer avec M. Sarkozy, M. Hollande. Et là, à partir de là, on s'est dit, on redistribue, on partage. Bien, c'est sympa. Mais ça veut dire qu'on est saturé, qu'on n'innove plus, qu'on ne fait plus rien de nouveau, qu'on ne fait plus de disruption, le terme qui est devenu donc à la mode. Et donc on a dit, on met les seniors en pré-retraite et les juniors en plus de boulot. Ou alors, s'il y a des robots dans les manufactures et maintenant partout avec l'intelligence artificielle, ça prend des jobs. Non, la logique d'un écosystème n'est pas celle-là. Plus il y a de gens qui sont actifs, plus l'écosystème est grand. Les statistiques sont claires. Plus il y a de juniors qui bossent, plus il y a de seniors qui bossent, plus il y a de seniors qui bossent, plus il y a de robots, plus il y a de robots, plus il y a de chômage. Donc c'est ça la logique des écosystèmes qu'il faut bien comprendre, et c'est là qu'évidemment on a besoin, justement, comme le font beaucoup de grands acteurs aujourd'hui, d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans mon domaine, et merci aux organisateurs de m'inviter. Je vais terminer par les derniers aspects liés au World Economic Forum. Il y a eu des estimations sur justement ce qui a été dit, l'économie de plateforme. Et s'il y a bien, évidemment, un atout considérable pour Carte Bleue et les organismes similaires, c'est qu'évidemment, ils sont dans des stratégies d'échange d'informations, de services, évidemment, de plateformes. Le problème, c'est que les estimations que l'on a aujourd'hui, les études que l'on a aujourd'hui, montrent que 75% des investissements dans les économies de plateforme sont aux États-Unis. 20% ensuite, c'est en Chine. Et nous, en Europe, c'est 10%. Et en France, on n'est pas trop mal, mais franchement, on est quand même loin derrière. Et ces économies de plateforme, c'est comme passer de l'écosystème des dinosaures à celui des mammifères et des singes. Et on estime que le gain en termes de PIB mondial, d'après les études que j'ai pu voir sur le développement des économies de plateforme, c'est un gain de PIB mondial de 8 000 milliards de dollars à l'échéance de 2025. On n'en est pas quand c'est quelque chose de banal. Et les paiements, évidemment, sont encore de ça. Mais les paiements, même si c'est de plus en plus dématérialisé, eh bien, regardez, par exemple, je suis venu en taxi. Alors là, ça allait parce qu'il avait un système de paiement par carte qui était assez efficace. Alors des fois, je prends des taxis-motos, et alors le gars, je gagne du temps, il met 10 minutes à se connecter avec ces petits appareils que vous connaissez, et là, je reviens à Twitter, vous savez qu'il y avait un système, alors je ne sais pas où ça en est, vous me corrigerez là-dessus certainement, mais j'avais vu quelque chose il n'y a pas longtemps sur le système Square, mis en place par Twitter, où là, j'adore le terme, ils disent réduire la chorégraphie du paiement. Réduire la chorégraphie du paiement, j'adore le terme. Effectivement, la chorégraphie du paiement, c'est aujourd'hui quelque chose qui est assez pénible dans les situations que j'évoquais tout à l'heure et qui, évidemment, a été mis en place très rapidement par Alipay, par Tencent et autres. C'est-à-dire que vous payez, c'est sans contact et automatiquement, vous avez la facture qui arrive directement. Pourquoi sommes-nous autant en retard, nous, en Europe, sur ces aspects-là? Pourquoi sommes-nous en retard? Les technologies existent, ça s'est fait ailleurs. Parce que c'est en Chine. Les Chinois, dans 5 ans, ils sont devant nous, même les Américains, avec l'intelligence artificielle. Donc, voilà les enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui. Et l'économie de plateforme, effectivement, ce n'est pas que de la théorie. C'est quelque chose qui est au cœur des théories de l'évolution et de l'évolution des systèmes, évidemment, écologiques. Et aujourd'hui, nous entrons à l'échelle mondiale dans ce que j'appelle l'espace digital darwinien, une fois de plus, pardon pour me répéter, vraiment dans une logique coévolutive, écosystémique, où effectivement l'anthropologie est toujours là, et les enjeux liés sur la consommation d'énergie et tout ce qui est lié à l'usage des matières premières est au cœur de ces considérations, que également la qualité des relations que l'on peut transférer d'un point de vue cognitif et anthropologique sur la qualité de ces relations, et puis surtout effectivement à travers le paiement, on le sait, notamment autour des différentes cartes bancaires et cartes bleues, les gens de James Cook le savent aujourd'hui, c'est que, bien sûr, c'est à travers le paiement offrir de nouveaux services, les aspects freemium. Les aspects freemium n'existent pas depuis aujourd'hui, bien évidemment, vous le savez aussi bien que moi, mais c'est pas du tout en faire quelque chose qui est annexe et complémentaire, c'est l'intégrer effectivement dans l'ensemble de ces relations, donc que les singes nous rappellent, nous sommes pas des homo economicus, nous restons des singes qui sont des singes qui aiment bien les interactions, qui aiment bien les échanges, et qu'en l'occurrence, plus que jamais, le mode de paiement, on l'avait oublié, est au cœur, que l'on veuille ou non, de toutes les évolutions des sociétés depuis le Paléolithique et, évidemment, plus que jamais, aujourd'hui. Bienvenue des grands singes numériques. Merci. Merci beaucoup, Pascal Pic.